passer la parole tout de suite à Charles Bourgeois. Merci beaucoup. 15 minutes chrono. Voilà, je vais essayer de faire 15 minutes chrono. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis moi-même en mobilité ici à Marseille pendant 6 mois. Je remercie Jean Audin et les équipes mobiles que j'ai pu visiter ici pendant cette période. Je suis aussi dans une phase critique de ma mobilité parce que je repars demain en Suisse et que je suis en plein déménagement maintenant, en pleine mobilité. Et je suis aussi responsable de plusieurs équipes mobiles à Lausanne, et c'est à ce titre-là que je vais faire ma présentation. Alors, une des grandes difficultés qu'on doit surmonter en psychiatrie, c'est d'articuler un temps qui est quand même très long, c'est le temps du rétablissement, et un temps très court, qui est le temps du soin. Vous allez dire, oui, mais on va suivre les patients très longtemps, mais même si on suit les patients très longtemps, ça reste des temps très courts, à l'échelle de l'existence. Et je pense que c'est vraiment une question qui est complètement essentielle dans notre travail, et complètement essentielle aussi en particulier pour les équipes mobiles, parce que les équipes mobiles doivent être accessibles, elles doivent être en lien avec leur environnement, et pour être accessibles et pour être en lien avec leur environnement, il faut qu'elles aient des places pour accueillir des gens. Et si on suit dans les équipes mobiles des gens pendant 10 ans, il n'y a plus personne qui peut rentrer une fois qu'on a fait les merveilles de la première année. Alors, Jean-Luc, hier, il nous a dit que c'était un quart d'heure, mais avant-hier, il m'a dit « Je change tout, je vous pose 3 questions ». Donc moi, j'ai changé complètement ma présentation pour répondre à ces 3 questions. Et ces 3 questions, c'est sur quelle valeur on se base, avec quel processus, et puis quel genre d'interaction avec notre environnement. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses de base pour pouvoir répondre à ces questions du temps long du rétablissement et du temps court du soin. Le rétablissement, on en a déjà parlé pas mal, notamment ce matin, il y a eu une très belle présentation sur le rétablissement. L'aspect sur lequel j'aimerais insister dans le rétablissement, c'est d'abord que la plus grande partie, je dirais, du rétablissement se passe en dehors des soins psychiatriques. Se rétablir, c'est d'abord retrouver un travail, retrouver une vie sociale, et c'est au fond, c'est ça qu'attendent les personnes qu'on va suivre. C'est cet aspect-là du rétablissement. La question de la guérison, c'est notre problème à nous. C'est un problème qui nous intéresse souvent plus que la question du rétablissement, mais on doit se décentrer par rapport à cette question-là, et surtout rester avec une certaine humilité dans notre rôle par rapport au rétablissement. C'est-à-dire qu'on joue un rôle important, certes, mais on n'est pas tout le rétablissement. Il y a une grande partie du rétablissement qui se passe en dehors des soins. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'être tout le temps là avec les patients. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a, et ça on en a parlé tout au long de ce congrès, c'est le modèle d'or, le gold standard des équipes mobiles, c'est l'assertive community treatment qui est né dans les années 70-80, Stein et Test, Madison. C'était vraiment des équipes fantastiques où ils ont fermé des unités hospitalières pour remettre dans la communauté les patients et les professionnels, et ils ont inventé finalement une manière de suivre les patients de manière assertive dans la communauté, mais avec des principes qui sont restés en grande partie vrais aujourd'hui. C'est alors pratiquement tous les contacts se passent dans la communauté. Il y a des caseloads, donc des charges de cas par intervenant qui sont très faibles. Il y a une population cible de troubles psychiatriques sévères difficiles à engager dans les soins, aux utilisateurs de soins psychiatriques urgents ou aigus. Un programme qui est sur mesure selon l'agenda du patient. Alors, la question des horaires, elle est très discutée. Dans les principes, c'est 24 heures sur 24, mais tout le monde sait que c'est
pratiquement jamais 24 heures sur 24, c'est beaucoup plus des articulations avec d'autres équipes qui sont 24 heures sur 24, il n'y a pas d'exclusion pour les abus de substances. Et alors, une question qu'on peut mettre au défi aujourd'hui, c'est la question de la durée, parce que la durée de l'ACT, c'est une durée sur toute la vie, et les moyennes de suivi pour l'ACT, c'est 10 ans. Et ça pose des grandes difficultés. Alors, d'une part, sur le plan organisationnel, parce que, comme je l'ai dit, les équipes qui accueillent des gens difficiles à engager dans des soins sont très vite remplies, et si c'est pour 10 ans, il n'y a plus personne qui peut accéder. Mais aussi, ça pose des questions sur la question du rétablissement. C'est-à-dire, si on croit au rétablissement, à l'évidence, les personnes n'ont pas besoin d'équipes mobiles tout au long de leur vie. Ils en ont besoin à certains moments de leur existence. Le dernier pilier, c'est un peu la question du réseau. Je suis désolé, comme j'étais pressé, puisque Jean-Luc m'a dit ça tout à l'heure, c'est le Balanced Care Model, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le modèle qui est défendu par l'OMS, qui se base sur les données épidémiologiques et qui nous dit, au fond, les psychiatres, ils sont bien gentils, mais ce n'est pas eux qui suivent les patients qui ont des troubles psychiatriques. Et ça, je pense que c'est vraiment un constat qui doit nous rendre aussi un petit peu d'humilité, c'est-à-dire que la plupart des personnes qui ont des troubles psychiatriques, ils ne vont pas être suivis par des psychiatres, mais ils vont être suivis par des soins de premier recours, des généralistes. Et l'intelligence de ce modèle, c'est de dire, on peut construire des soins selon les moyens qu'on a. Alors si on a très peu de moyens, c'est la médecine générale qui s'occupe des personnes qui ont des troubles de santé mentale, même graves, et puis on leur donne des conseils, on les soutient, on fait de la liaison. Si on a plus d'argent, on fait des services généraux. Si on a encore plus d'argent, on fait des équipes mobiles et d'autres équipes pour avoir des soins particuliers et spécialisés. Mais quelle que soit la quantité d'argent qu'on a, il ne reste pas moins que, alors toi tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de gens ne restent pas soignés, non soignés, mais la plupart des personnes continuent à être soignées par les soins de premier recours, et pas par la psychiatrie. Et ça veut dire que notre effort doit pas seulement consister à atteindre les patients et à les soigner, mais aussi à les mettre en lien avec les soins de premier recours. Le rétablissement, c'est aussi un processus, et c'est un processus magnifique qui se passe sur cette courbe avec, je ne sais pas si vous connaissez toutes ces notions de moratoire, conscience, préparation, reconstruction et croissance. C'est le processus du rétablissement tel qu'il a été décrit, avec des premières phases où les gens sont bouleversés par ce qui leur arrive, n'adhèrent pas aux soins, ont besoin de soutien pour adhérer aux soins. Ensuite, ils prennent conscience de leurs forces et faiblesses. Ensuite, ils se préparent à comment est-ce que je vais résoudre mon problème, ils le résolvent. Et dans la phase de croissance, c'est une page blanche de leur vie qu'ils peuvent écrire avec une identité qui est marquée par ce qu'ils ont vécu, mais qui est transformée, mais qui n'est pas détruite par ce qu'ils ont vécu. Et en psychiatrie, on est assez fort pour les phases de reconstruction et de préparation, mais pour tout ce qui est de l'accès aux soins, on n'est pas très fort. Et je pense qu'on a vraiment des efforts fantastiques à faire. Et c'est là aussi où les équipes mobiles peuvent entrer en action. Et on n'est pas très fort aussi dans la croissance, c'est-à-dire qu'on a de la peine à lâcher nos patients dans la communauté une fois qu'ils sont rétablis. Et ce beau processus ne se passe en général pas de manière aussi fantastiquement linéaire et une belle courbe vers la guérison et le rétablissement. Souvent, c'est parsemé d'un certain nombre d'embûches. Et ces embûches, ce sont justement des phases critiques. Alors, il y a des phases critiques qui sont bien connues, justement. Par exemple, engagé dans les soins, quelqu'un qui fait un premier épisode psychotique, c'est difficile parce qu'il vit quelque chose de complètement bouleversant.
et qui, en général, il n'a pas une très bonne image de la psychiatrie, et il n'a pas une très bonne image de l'idée d'être fou et de ce que ça implique pour lui. Et il y a d'autres étapes aussi qui sont vraiment importantes. Et pour ça, il existe des modèles qui s'appellent des interventions en période critique. Alors, le modèle original, c'est des modèles de 3 mois. J'ai commencé à S5. Hein. Tu vas pas me... Maintenant, tu me fais perdre du temps. Le modèle original, c'est des modèles justement de 3 mois d'intervention. Alors ça a été développé d'abord pour les sorties de prison, mais ça a été aussi développé pour les sorties de l'hôpital. On a développé ce qu'on a appelé le Case Management Transition, qui a été appliqué et présenté par plusieurs équipes ici dans les ateliers. Il y a ce modèle de suivi intensif dans le milieu, qui sont justement pour engager des personnes dans des soins, des personnes difficiles engagées dans les soins. Il y a le soutien à l'emploi, qui est aussi une forme d'intervention dans un moment critique du rétablissement, quand les gens souhaitent reprendre une activité professionnelle. Et puis, il y a des choses un peu plus longues, notamment les programmes spécialisés pour les psychoses débutantes. Donc l'idée, c'est de dire, et c'est un peu pour présenter finalement comment on s'est organisé à Lausanne, c'est de dire, alors en Suisse on est réputé pour avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais c'est comme partout ailleurs, il y a beaucoup d'argent, mais il n'y a pas beaucoup d'argent pour les équipes mobiles. Donc ça veut dire qu'on doit effectivement faire en sorte de faire des choses correctes avec des moyens relativement limités. Alors, le case management, c'est là aussi une révolution un peu en psychiatrie. C'est un mot un peu barbare que les francophones n'aiment pas beaucoup, et je n'aime pas beaucoup non plus. Il a un intérêt qui est quand même très important, c'est qu'il aide beaucoup les professionnels à dépasser leur rôle. C'est-à-dire qu'un infirmier, c'est un infirmier. Un case manager qui est infirmier, ça lui donne un pouvoir extraordinaire déjà, vis-à-vis des autres intervenants, vis-à-vis des assurances, et ça l'aide à dépasser son rôle. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement s'occuper des soins et des médicaments, mais il va aussi s'occuper des liens dans la communauté, de la coordination avec les soins psychiatriques et médicaux, de la coordination du système, etc. Je pense que je vais finir trop vite. Tu m'as stressé. Alors, voilà. Ma conclusion, c'est qu'au fond, on défend ce modèle du case management transition, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'on aime la continuité des soins. On pense que l'expérience qu'on a avec les patients, ce qu'ils nous disent, c'est qu'au fond, par exemple, quand ils passent de l'hôpital à un lieu d'hébergement, c'est pas le changement de lieu qui leur pose problème. C'est le changement dans leur identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente pour eux de passer de quelqu'un d'autonome, d'indépendant, à quelqu'un qui va habiter dans un foyer, par exemple. Et je pense que la continuité des soins, c'est un peu une question corollaire à la continuité du rétablissement, parce que finalement, c'est la continuité du rétablissement qu'on doit assurer, pas forcément la continuité des soins. Et pour nous, en tout cas, et je pense que ça sera peut-être l'objet aussi d'une discussion, il vaut mieux une discontinuité des soins, mais en assurant la continuité du rétablissement avec d'autres partenaires, plutôt que de rester très longtemps dans des soins en continu avec des patients. On a alors le rétablissement, donc il faut qu'on ait foi au rétablissement, il faut qu'on pense que les patients peuvent se rétablir. On a maintenant, je pense qu'une technologie d'intervention qui est basée sur des preuves, avec justement le modèle ACT, qui est vraiment extrêmement bien étudié et qui fonctionne. Et il y a cette question de partenariat avec les soins de premier recours et d'un appui sur les ressources dans la communauté.
Alors pour ça, et c'est là aussi où on diffère, je pense, des Américains, c'est qu'ils ont un système de santé complètement désorganisé, donc évidemment que la CET est supérieure à l'habituel, qui n'est rien, donc évidemment. Donc, mais ça veut dire que pour nous, et je pense que le FACT va aussi présenter ça, c'est on doit adapter aux systèmes de santé européens qui sont organisés, sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà, après, je pense qu'une question, c'est est-ce que c'est un risque ou une opportunité pour la continuité du rétablissement d'avoir ces interventions uniquement dans des périodes critiques et de spécialiser les interventions de cette manière-là. En tout cas, notre conviction, c'est qu'on peut contribuer au rétablissement et à la continuité du rétablissement, même si la personne passe entre différentes mains. Et c'est aussi la beauté de la communauté, c'est qu'on est nous-mêmes en relation avec des centaines de personnes différentes, avec des fonctions différentes. Merci.